ils font vraiment rentrer les jeunes dans un univers alternatif et donc ça va un petit peu contaminer tout leur univers mental. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast des jours.fr. Gagner des millions à la sueur de son front, voilà la promesse du trading en ligne. Et cette promesse séduit de nombreux jeunes. Cependant, ces systèmes d'éducation financière, comme elles se nomment eux-mêmes, dissimulent de vastes systèmes pyramidaux aux allures sectaires sur lesquels se sont penchés les jours. Marjolaine Corr est journaliste indépendante. Elle a l'habitude d'écrire sur la politique et la société. Timothée de Roglaudre est lui aussi journaliste indépendant. Il écrit sur le monde des religions et des spiritualités. En 2021, il a notamment coécrit l'ouvrage Le nouveau péril sectaire. Pour les jours, ils ont tous les deux enquêté sur les formations au trading en ligne. Bonjour Marjolaine, bonjour Timothée. Donc pour les jours, vous avez tous les deux enquêté sur le marketing sectaire. Pour commencer, comment est-ce que vous avez découvert ce sujet? Comment est-ce que vous êtes tombé dessus en fait? Alors moi, ça date d'il y a un peu plus d'un an, où dans le courant de l'année 2020, en fait, j'ai travaillé sur les arnaques à l'investissement en général, en allant voir des associations de consommateurs, l'AMF, donc, qui fait des alertes en fait, très souvent sur les faux investissements, et la Miviludes, qui elle s'occupe des dérives sectaires. Et c'était au sein de l'AMF où Claire Castanet, qui en est la présidente, me disait mais intéressez-vous aussi à cette arnaque à la formation au trading parce que c'est en train de prendre un essor incroyable avec le confinement et il serait bien que quelqu'un en parle. Et c'est comme ça finalement que je suis venue à travailler sur ce sujet. Alors moi du coup je pense que je me suis mis à travailler sur le sujet bien après Marjolaine parce qu'en fait avec Jean-Louis Adenor, en identifiant un petit peu les principaux mouvements à tendance sectaire sur lesquels on allait travailler, on a épluché les rapports de la Miviludes, donc l'organisme gouvernemental qui est chargé de lutter contre les dérives sectaires. Et il se trouve qu'il y avait cette mention alors pas forcément du trading en ligne, mais des arnaques à la vente pyramidale en général. Parce qu'en fait, elles peuvent porter sur plusieurs objets. On a beaucoup parlé à une période d'Herbalife qui vend des compléments alimentaires naturels, etc. Et voilà, et donc je pense de mémoire, en commençant à creuser sur ce sujet pour essayer de comprendre en fait le rapport qu'il y avait entre marketing multiniveau, vente pyramidale et dérives sectaires, je suis tombé sur l'enquête de Marjolaine. Donc on la cite dans le, dans le livre. On avait un témoin en commun, Paul Pesquin, justement, un des seuls qui en parle très, très ouvertement. Je ne sais plus si le buzz de JP Fanguin avait déjà eu lieu quand tu avais sorti ton affaire affaire déjà sensible. eu lieu, ouais. Alors moi, bizarrement, j'ai mis beaucoup de temps à faire le lien entre JP Fanguin et mon sujet. J'avais été alertée par l'AMF et j'avais pas fait le lien du tout avec cette histoire de jeune entrepreneur que je trouvais très drôle, mais que je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et c'est quand le Parisien a fait une enquête sur le sujet, je me suis dit mais en fait c'est la même chose. Donc c'est arrivé sur les dernières semaines de mon enquête et pas avant. Donc ça a même pas été un déclencheur de mon côté. Et à partir de là, comment est-ce que vous avez commencé votre enquête? Je pense que le plus important, c'était de recueillir la parole des victimes, parce que c'est un petit peu la matière première, parce que c'est un petit peu notre fil rouge, notamment le personnage qu'on appelle Moussa dans l'Obsession. C'est un univers qui est très prosélyte, entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, des pages Instagram. En fait, c'est facile de tomber sur des publicités. Par contre, savoir ce qui se passe à l'intérieur et savoir en fait en quoi ça pose problème et pourquoi c'est pas juste une autre manière de faire du business, il faut vraiment avoir des gens qui sont restés plusieurs mois dans ces systèmes-là et qui sont capables de raconter les implications à la fois en termes de pertes financières et de manipulation, de perte de confiance en soi, etc. Alors moi, j'avoue que j'ai passé des heures à me noyer dans la masse des profils Instagram et sur les comptes Telegram. C'est pas des comptes, c'est des fils Telegram où on peut les suivre.
Et j'avais créé aussi un faux profil sur Instagram pour pouvoir les suivre en me faisant passer pour une jeune étudiante qui avait perdu son job et qui se demandait ce qu'elle allait faire pour avoir quand même un peu d'argent. J'ai posé des questions dans des stories en enregistrant mon écran pour voir leurs réponses, c'est-à-dire pour vérifier s'ils me conseillaient par exemple des brokers. Les brokers, c'est là où on va faire du trading, parce que s'ils en conseillent, c'est qu'ils sont finalement des conseillers financiers, ils franchissent la ligne rouge, donc j'essayais de vérifier des trucs comme ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu approcher une recruteuse qui m'a recrutée en visio pendant 1 heure, où j'ai tout enregistré, je lui posais mes questions, j'essayais de montrer que je tâtonnais, que j'hésitais, que j'avais un oncle à la banque qui m'avait dit de me méfier un peu quand même, pour voir comment elle poussait ses arguments. Mais j'interagissais relativement peu pour ne pas non plus devenir visible, quoi. C'est-à-dire que je me laissais me noyer dans la masse et j'ai préféré rester comme ça et après avoir mes points d'entrée qui étaient Moussa et Paul pour nous expliquer les rouages, parce que c'est un milieu qui est quand même très fermé. J'ai essayé d'avoir une fois une place, ils font des séances de recrutement dans des Airbnb un peu prestigieux qu'ils louent. J'ai essayé d'avoir une place et je ne l'ai pas eue. Même avec ce faux profil, en ayant interagi, etc. Parce qu'ils sont très très méfiants, je pense. Et ils essayent de savoir d'où on vient, par quel biais. Et si on n'est pas recommandé par quelqu'un, je pense que c'est un obstacle. Ils se méfient énormément, en fait. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on plonge dans ce milieu, dans Instagram, dans les stories, on se rend compte du vocabulaire employé et c'est toujours le même, toujours le même. Et ce vocabulaire va tourner autour de la nécessité de s'investir, de ne pas compter ses efforts, parce qu'on est des working girls et des working boys, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et il faut savoir tout donner au départ pour ne compter que sur soi, et ensuite avoir un jour la belle vie à Dubaï avec des jet skis et hôtels et tout ce qui va avec, quoi, et la panoplie. Et c'est complètement fou parce qu'on voit bien cette dualité, quoi, quand on plonge dedans, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir trouvé la manne et d'avoir trouvé une place aussi dans la société. Et ils s'autocongratulent, ils s'encouragent, et finalement c'est hyper touchant en même temps de constater ça, parce qu'on voit qu'ils ont besoin, qu'ils sont en recherche de ça, parce que certainement que la société ne le leur donne pas par ailleurs, quoi. Et est-ce qu'au cours de votre enquête, vous avez rencontré certaines difficultés ? Toucher les leaders, c'est impossible. Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai même les 06 de certains d'entre eux, mais ils ne décrochent pas. Hein. Ils sont très, très, très méfiants. En fait, oui, on a essayé de contacter les leaders des principaux groupes dont on parle. Donc Melius, qui est devenu Bifactor, et le groupe de Moussa, c'est Pro Network Vision. Ouais. Et donc moi, j'avais même essayé de contacter les groupes aux États-Unis, Qvera, etc. Et évidemment, il n'y en a aucun qui répond. Je crois que JP Fanguin, justement, celui de la fameuse vidéo La question, elle est vite répondue, etc. Il avait parlé à la presse suisse quelquefois. Mais son statut est un peu particulier parce que c'est plus un rabatteur qu'un leader du groupe en tant que tel. Et donc, il a toujours plus ou moins nié travailler pour Melius. Donc voilà, donc il répondait un petit peu à côté, mais oui, tous les autres leaders, les fondateurs de ces groupes-là, c'est des gens qui sont méfiants, qui sont dans une forme de logique anti-système, dans le sens où pour eux, les médias représentent un petit peu l'ordre dominant. Dans certains groupes Telegram, justement, on trouve un discours aussi sur le Covid, la vaccination, etc., extrêmement complotiste, en fait. Parce que, c'est vraiment, ils font vraiment rentrer les jeunes dans un univers alternatif, et donc ça va un petit peu contaminer tout leur univers mental. Et de la même façon que la famille ou les proches qui vont commencer à s'inquiéter, à critiquer, etc., vont être présentés par les leaders comme des ennemis, comme des personnes matrixées par le système, l'esclavage salarial, etc. Les médias, c'est pareil, c'est des complices du système. Donc je pense qu'il y a une méfiance. Et puis je pense qu'ils savent quand même qu'ils sont vraiment à la limite entre la légalité et l'illégalité. Mais ils tiennent à rester sous les radars, en fait. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que... Alors, c'est un petit peu technique, mais ce qu'on appelle le MLM, marketing multiniveau, c'est une technique qui est légale de vente directe, en fait, qui contourne les magasins, la publicité, etc., donc qui se débarrasse des intermédiaires.
Et donc c'est par exemple les fameuses réunions Tupperware. Voilà. Mais à partir du moment où l'activité de la société ou du groupe provient davantage de ce recrutement multiniveau que de la vente du produit en tant que tel, que ce soit de l'apprentissage du trading ou des compléments alimentaires, là on passe dans ce qu'on appelle la vente pyramidale, et qui est, en tout cas dans le droit français, illégal. Au final, qu'est-ce qui vous a le plus marqué et qu'est-ce que vous retenez de toute cette enquête, de tout ce travail ? Alors, moi, je pense que c'est vraiment mon prisme dérive sectaire, mais c'est de découvrir les liens qu'il y avait déjà entre ces groupes, en fait, l'origine historique de ces groupes, qui est assez liée à une variante du protestantisme américain, bizarrement, qui a essayé de créer un système capitaliste alternatif qui permette d'inclure justement les exclus du système. Enfin, c'est un petit peu ça, voilà, c'est un petit peu ça l'origine historique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans ces groupes des leaders qui vont puiser intellectuellement dans soit chez des gens qui sont pasteurs évangéliques, par exemple aux États-Unis. Dans le groupe Attitude Legacy, les 2 leaders se sont formés aux États-Unis auprès d'un célèbre conférencier qui est à la fois promoteur du MLM et pasteur évangélique. Et c'est aussi des leaders qui passent leur temps à lire des bouquins de coaching, de développement personnel, qui sont persuadés de faire partie d'une élite un peu occulte. Donc en fait, il y a toute une dimension spirituelle, New Age, très peu perceptible, qui fait sens en fait a posteriori, puisque les techniques de manipulation sont aussi puisées dans les bouquins de programmation neurolinguistique, voilà, dans des best-sellers américains du coaching, etc. Et c'est intéressant quand on bosse sur les dérives sectaires, parce que justement, moi, ce qui m'avait intéressé dans ce mouvement-là, c'est le côté l'emprise sectaire n'est pas forcément liée à la spiritualité en tant que telle. Et là, c'était vraiment l'exemple type, puisqu'on voit que c'est un cas de manipulation organisée, mais plutôt sur un sujet strictement économique. Et en fait, voilà, on se rend compte qu'en creusant un peu, il y a quand même un fond un peu spirituel. Il y a des parallèles à établir avec un autre sujet sur lequel j'avais enquêté, qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui est en fait un courant évangélique qui enseigne aux fidèles que plus ils vont donner d'argent à leur église, plus Dieu va leur rendre derrière encore plus d'argent, une bonne santé, etc. Et ce côté un peu de la providence qui multiplie ce qu'on donne, ça se retrouve un peu, je trouve, dans ces groupes-là. Ouais, moi, il y a un aspect, c'est ce que j'abordais un peu tout à l'heure, c'est l'aspect du profil de ces jeunes qui est, je trouve, vraiment marquant, parce que ça dit quelque chose de notre société, je trouve. C'est-à-dire que 90% de ces jeunes au bas mot, je pense, sont issus de banlieues et de milieux défavorisés, de milieux assez populaires. On ne les attend pas sur le marché du travail, ils sont persuadés de ça, et je pense qu'ils ont raison pour une bonne partie d'entre eux, c'est qu'on sait qu'il y a de la discrimination à l'adresse, tout simplement. Et ils se disent, il faut qu'on trouve notre place nous-mêmes, donc ils sont prêts à tout, et le pire, c'est qu'ils sont capables donc, de comprendre les bases du trading. On voit qu'ils ont des qualités, des compétences. Et qu'est-ce que ça dit de nous tous, quoi, finalement, qu'ils aillent vers ça, qu'ils se disent, on va se créer notre propre univers, parce qu'ils ont leur propre univers avec leurs propres règles, leur propre langage, vraiment. Ils se coupent un peu du reste, mais on voit pourquoi à la base. C'est parce qu'ils ne sont pas attendus sur le marché du travail, on ne leur donne pas d'autre perspective que de continuer à vivre dans la banlieue où ils sont. Et il faudrait peut-être remédier à ça quelque part. L'arnaque et les vite répandues est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.